Hello everyone, ladies and gentlemen, distinguished guests, welcome to day 2 of European Development Days. My name is Anya Sitharam and I am delighted to be your thematic moderator for this morning. And welcome to you watching online as well. Here in Studio 3, we're going to be focusing on health this morning, in particular, building resilience and sustainability through security of supply chains and development of local manufacturing. How can this be accelerated within the enabling environment of the Global Gateway? And what are the bottlenecks and challenges that need to be overcome to strengthen local capacity? But before we start, the main program, some housekeeping points. So please do remember to return your headsets at the end of the day, and also please mute your mobile phones, even though this is a silent conference. There is French and English and also passive Spanish available through your headsets. And of course, to take part in sessions and join the conversations, please go to slido.com and enter hashtag EDD2022 or scan the QR code. And when you get there, you'll see Studio 3 is the green room. And of course, you can join the conversation. Please do on Facebook, Twitter, and Instagram with the hashtags EDD22, Global Gateway, and EDD Young Leaders. Right, so that's the housekeeping done. Let's go on to the content of this morning. The COVID-19 pandemic has highlighted the lack of manufacturing capacity of medical products in African countries and their dependence on international imports and donations. Our high-level panel, beginning very shortly, will look at ways of addressing this. At 11:10, we've got a fascinating lab debate on a proposal to restructure the debt of low-income countries into an SDG fund to accelerate the development of infrastructure and services. And finally, just after noon, we will have a project report presentation on AI impact on society, futurism, and practice. So we're going to move on now to our first high-level panel on the security of supply chains and development of local manufacturing. In her opening address to the European Development Days, President of the European Commission, Ursula von der Leyen, reminded us of some stark facts. Africa imports 99% of the vaccines it needs and imports 10 times more pharmaceutical products than it exports. However, the African Union has announced the goal of producing 60% of vaccines locally by 2040. What will it take to make that a reality? Well, to find out, I'd like to welcome Gallagher Fenwick, moderator of the next session, Partnering for African Sovereignty on Medical Products Access, to the stage. Gallagher, welcome. Thank you, Anya, for this excellent introduction. Merci beaucoup. Je m'appelle Gallagher Fenwick. J'ai le plaisir de modérer une conversation qui promet d'être passionnante et très instructive. On va commencer par une brève introduction, si vous le voulez bien. Ensuite, je vous présenterai nos intervenantes, nos intervenants. Puis ensuite, ils s'exprimeront, bien sûr, lors de discours. Nous aurons ensuite une passionnante séance de questions-réponses d'une dizaine de minutes, puis des remarques de conclusion. Je vous le disais, cette session va être passionnante et instructive. La principale problématique que nous allons aborder ensemble, les enjeux qu'elle soulève et les freins qu'elle met en lumière sont autant d'éléments qui renvoient à notre réalité aujourd'hui. Nous sommes en juin 2022 et oui, nous sommes toujours en pleine pandémie et oui, celle-ci continue de prendre des vies, d'affaiblir l'économie mondiale et de nous imposer des enseignements. Le non-partage des doses aggrave une crise qui nous impose une solidarité
à l'échelle de la planète. Pour la mettre en œuvre, il nous faut dialoguer au-delà de nos frontières afin, dans un premier temps, de développer nos capacités respectives. Mais ne l'oublions pas, la Covid n'est pas le seul fléau qui nous préoccupe. Nous parlons ici de maladies transmissibles et non transmissibles. In fine, nous visons un objectif que nous avons toutes et tous ici, je le crois, en commun. La souveraineté médicale, mais aussi l'égalité en termes d'accès à des produits médicaux sûrs, efficaces, de qualité et abordables. Accès et disponibilité de ces produits, je le disais, mais aussi le soutien des systèmes de santé forts et résilients font partie de ces objectifs. C'est tout l'enjeu de cette session. Nous allons donc ici nous concentrer sur la souveraineté vaccinale africaine, comme le mentionnait Ania à l'instant, et comment la soutenir. L'Europe, vous le savez, est en pointe, notamment grâce à la Team Europe Initiative qui soutient l'effort MAF+, dont je vous rappelle qu'il concerne la fabrication et l'accès à la vaccination aux médicaments et aux technologies de santé, annoncé, comme le mentionnait Anna, par la présidente von der Leyen lors du sommet mondial sur la santé l'année dernière, en mai 2021. Cette initiative vise à renforcer les systèmes pharmaceutiques africains et la capacité de fabrication pour faciliter l'accès à des vaccins, médicaments et technologies de santé, encore une fois, essentiels, sûrs, efficaces, de qualité et à des prix abordables pour toutes et tous. La stratégie de l'initiative MAF+, avec un budget mobilisant des centaines de millions d'euros, développe une approche avec la Commission européenne, ses États membres tels que la France, l'Allemagne, la Belgique et ses partenaires africains, englobant différents axes de travail. Développement industriel, chaîne d'approvisionnement et secteur privé, façonnement aussi du marché, demande et facilitation des échanges commerciaux, accès au financement, renforcement de la réglementation pharmaceutique, transfert de technologies et propriétés intellectuelles, transfert de technologies aussi, et question de propriété intellectuelle, je le disais, recherche et développement et formation des ressources humaines. Coopération avec l'Union africaine et les organisations nationales et régionales en vue de renforcer les autorités du continent chargées de la réglementation du médicament constitue, vous l'aurez compris, un pilier essentiel de l'initiative en équipe Europe MAF+, lors du sommet UE-UA. Il a été annoncé que l'Union européenne soutiendra l'AMA, l'Agence africaine du médicament, grâce à des mesures complètes destinées à renforcer ses capacités ainsi qu'à des initiatives régionales et nationales pour consolider les capacités réglementaires dans les pays sur le continent avec l'aide de pays européens. Les objectifs de cette session sont donc les suivants. Confirmer que l'UE partage les objectifs et les initiatives de l'Union africaine pour l'accès aux produits de santé. Présenter les défis et les goulots d'étranglement actuels ainsi que la valeur ajoutée de l'approche en équipe Europe pour construire avec les partenaires africains les prérequis d'un système pharmaceutique durable. Et enfin, plaider pour et soutenir le développement d'un environnement propice à une industrialisation pharmaceutique durable de l'Afrique à travers le renforcement des systèmes de gouvernance, l'harmonisation et la réglementation pharmaceutique et le développement de compétences de ressources humaines locales. Pour donner vie à cette conversation, j'ai le plaisir de convier sur cette scène, à mes côtés, les différentes intervenantes et intervenants que nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir aujourd'hui. Dr. Agama, if you'd please join me on stage. Mademoiselle Kiaratou Moutaïrou, Dr. Marie-Paul Kieni et Monsieur Jérémy Pellet, si vous voulez bien me rejoindre ici sur scène. C'est un honneur et un privilège parce que ce panel est représentatif, je le crois, des différents acteurs clés sur cette question d'actualité et de la plus haute importance. Dr. Agama, Dr. Marie-Paul Kieni, Mademoiselle Kiaratou et enfin Jérémy Pellet. Et n'oublions pas également le Dr. Makwana
que je salue. Dr. Morena Makwana is joining us online. He'll be speaking remotely. Dr. Agama, you are the acting director of the Health and Humanitarian Affairs Directorate and the head of Health Systems, Diseases, and the Nutrition Division of the African Union Commission. You'll open up our discussion about the stakes in developing access to medicines across the African continent and the rapid operationalization, of the African Medicines Agency in order to help sustain the African pharmaceutical market and how this can help with future crises. Thank you so much, Dr. Agama, for joining us today. Dr. Marie-Paule Kieni, vous êtes vaccinologue, experte en santé publique, présidente du conseil d'administration du Medicines Patent Pool, dont vous nous direz peut-être un mot. Vous partagerez avec nous votre vision stratégique pour la facilitation des transferts de technologies ainsi que leurs enjeux opérationnels. Vous ouvrirez également le débat hautement important sur la propriété intellectuelle comme enjeu de santé publique et je vous en remercie. Mademoiselle Kiaratou Moutaïrou, je me tourne vers vous. Vous êtes l'une des Young Leaders de ces journées européennes du développement. Et avec nous, nous discuterons de la notion de santé communautaire dont vous êtes spécialiste et de l'implication de la société civile pour l'accès aux médicaments en Afrique et de l'importance de l'accès à l'information pour cette société civile afin qu'elle soit bien informée. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et enfin, ou plutôt, d'abord, ne l'oublions pas, il est à distance, le docteur Morena Makwana. Doctor, you're joining us remotely. You are the CEO of BioVac, which I'll be asking you to briefly present before you describe some of the constraints and bottlenecks weighing on industrialization in Africa. We would love to hear about the training of human resources from your perspective and how to go about fostering the right kind of environment for the emergence of a healthy pharmaceutical market. Thank you so much, Dr. Makwana, for joining us today. Et enfin, last but not least, Jérémy Pellet, vous êtes directeur général d'Expertise France, une entité du groupe AFD. Vous nous exposerez votre vision en matière d'expertise opérationnelle dans le cadre des activités de l'agence que vous représentez et qui se spécialise évidemment dans la coopération pour le développement. Allez, let's get to it. I'd like to start with you, Dr. Agama. Would you be so kind as to come up to the podium and remind us what are the objectives of the African Union in the health sector and what strategic initiatives is it supporting across the continent? You have 10 minutes, Dr. Agama. Thank you. Thank you very much and good morning, and thank you to the organizers for having the African Union Commission here today. To start with, let me recap regarding some key policy documents which have been developed by the African Union Commission and which its 55 member states are in the process of implementing. The first is, of course, Agenda 2063. It's under its first aspiration for a good life for all of its citizens by 2063. We have the aspiration for health for well-nourished, healthy and well-nourished citizens, and we also have the aspiration on industrialization and manufacturing and ensuring that value addition is added to the products which are produced on the continent. So we also have the Pharmaceutical Manufacturing Plan for Africa, known by its PMPA, and it sets out the agenda for manufacturing of pharmaceutical products across the continent. Another important policy document is the Accelerated Industrial Development Plan for Africa, known by its acronym IDA. And here in this document also, it seeks to ensure that its member states produce high-quality, affordable pharmaceuticals. These three major policy documents have been complemented by the AU Model Law, which was produced in 2016, to improve and enhance pharmaceutical
pharmaceutical product regulation, harmonization of medical products, regulation systems, and this has been underpinned by the AMRH harmonization program, which is managed by our sister organization of AU NEPAD. Now, these are all important because Africa is a continent of 1.2 billion people, approximately, and it is subject to fake substandard and quality and fake medicines, medical products and technologies. And this is the reason why the Continental Free Trade Agreement is seen to ensure that the market is open not only to 1.2 billion people, increased access to this market, but also to ensure that they have access to quality products. And this brings me to the African Medicines Regulation, African Medicines Agency. Its treaty came into force in October 2021, and it seeks to improve the harmonization of regulation of medicines, medical products, and technologies across the continent. 29 member states have ratified its treaty, and 22 member states have ratified its treaty, and it's been signed by 29. There are two key initiatives which are important, which the African Union is overseeing. And first is the Fund for Africa's Pharmaceutical Product Development, which is known by its acronym FABD, and this is to boost local manufacturing of medical products on the continent. We are implementing this with the Africa Development Bank, and over 200 million so far has been raised for this fund, the target being 500 million. Now, to understand the landscape very well, the Commission undertook a study, an analysis of the current state of development of the local pharmaceutical manufacturing and regulatory capacities across the 8 AU-recognized RECs. And there were top findings which I would like to refer to. The first is the need for continued adoption and implementation of pharmaceutical regulatory frameworks. The second is improvement of the business environment and partnership for pharmaceutical development. And the third is the mobilization of human resources, technical and financial support. And this would include ensuring that there is skill and technology transfer of programs and initiatives. Now, I'm saying I have tried to give you an overview of what the Commission is doing at the policy level, given that it's a policy setting organization and working in close partnership with others to ensure that there is improved regulation across the landscape, the pharmaceutical landscape, which would then allow for improved manufacturing in Africa. And of course, you heard the statistics at the beginning, given that Africa seeks to produce its own medical products moving forward. So in conclusion, and let me conclude this step very quickly, I think the main thing that we need to focus on is the limited technical capacity and tools for medical production and regulation. We have to address the weak and fragmented medical products regulation, regulatory systems and governance frameworks. And we also have to address the limited capacity to produce safe, efficacious and quality pharmaceutical products. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Agama. We just heard about the importance of supporting vaccine production. This is meant as a ways to support what I believe, and we all believe, is a vital goal, which obviously is African medical sovereignty. When it comes to access and production, this obviously requires, as you mentioned, the right kind of environment and framework leading up to the emergence of pharmaceutical production across the continent. Je me tourne donc vers vous,
Dr Marie-Paule Kieny. Je rappelle que vous êtes vaccinologue, experte en santé publique, présidente du conseil d'administration du Medicines Patent Pool. Après peut-être nous en avoir dit un mot, puis-je vous inviter à venir nous dire quelles sont, selon vous, les conditions nécessaires à l'émergence de cette industrie pharmaceutique soutenable et résiliente en Afrique. Vous avez 10 minutes, docteur. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, avec vous qui êtes là en présentiel et puis aussi à vous qui nous écoutez et qui êtes connectés. Alors, Gallagher me donne l'occasion de présenter le Medicines Patent Pool. Tout le monde ne connaît pas cette organisation. Il s'agit d'une fondation non-profit basée en Suisse, à Genève, dont le rôle et la mission unique est de négocier des licences sur des brevets pour des produits pharmaceutiques innovants. Et de ces brevets, ces licences qu'on obtient et qu'on négocie au Medicines Patent Pool sont des licences qui visent la santé publique comme objectif principal. Et donc, ces licences sont sous-licenciables. C'est-à-dire que grâce à l'intervention du Medicines Patent Pool, on peut avoir accès maintenant dans beaucoup de pays du monde à des génériques, notamment pour le traitement du sida, qui sont beaucoup moins chers parce que la production générique permet de développer une compétition et c'est cette compétition qui fait baisser les prix. Donc, le Medicines Patent Pool qui a été créé il y a une quinzaine d'années sous l'égide de Unitaid a surtout travaillé dans le domaine du VIH, de la tuberculose, de l'hépatite, mais est maintenant très engagé aussi pour le Covid-19 et donc c'est une partie de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, il est clair pour tous que l'absence d'accès au vaccin Covid en Afrique pendant la plupart de 2021 a fait l'objet de nombreux débats. Et l'inéquité flagrante que représente cette situation a interpellé les décideurs publics comme le public en général. Un consensus a émergé pour dire « plus jamais ça » et a poussé à analyser les raisons systémiques pour lesquelles le continent africain a été laissé à côté de la campagne de vaccination mondiale massive démarrée en janvier 2021. Force a été de constater que l'absence de production de vaccins en Afrique avait sans doute été un frein majeur à un accès équitable des populations africaines aux vaccins contre le Covid. La pandémie a permis de mettre en lumière dans beaucoup de pays, y compris en Europe, l'importance de la souveraineté nationale ou régionale en matière de production de produits pharmaceutiques essentiels. Cette pandémie a mis sur la table l'importance de soutenir une production locale africaine de façon coordonnée pour couvrir les besoins en produits de santé essentiels. J'aimerais explorer avec vous aujourd'hui les éléments stratégiques et opérationnels cruciaux pour faciliter la production locale africaine de vaccins. Alors, pour créer un réseau de production pharmaceutique, de nombreuses considérations sont à prendre en compte. Les produits devront bien sûr être sûrs et efficaces. Et donc l'établissement de l'AMA, dont vient de parler Margaret, est un atout de poids pour la production locale africaine, atout qui permettra aux pays importateurs et voisins d'avoir confiance dans les vaccins et les traitements qui sont produits dans le pays voisin africain et donc de pouvoir les acheter. Et ça permettra aussi aux bailleurs internationaux d'être sûrs de la qualité des produits qu'ils achètent. Alors on a vu, donc, importance de la qualité et de l'AMA. Deuxièmement, les productions pharmaceutiques nécessiteront bien sûr la construction d'usines. Et pour ça, il faut un investissement en CAPEX, mais aussi et surtout un capital humain compétent et en nombre suffisant. Pour le moment, les ressources humaines formées dans le développement de la production de produits pharmaceutiques en Afrique, et c'est particulièrement vrai dans le domaine du biomanufacturing, sont une rareté. Il est donc indispensable de multiplier les filières de formation du personnel à tous les niveaux de compétences et de mettre en place des programmes d'accréditation.
Le hub pour le transfert de technologie du vaccin ARN messager qui a été annoncé par l'OMS est une des initiatives internationales qui se concentre en particulier sur ce besoin crucial de former plus de capital humain de façon à répondre aux besoins que vont avoir les nouveaux producteurs pour assurer une production pharmaceutique de qualité. Et je comprends que Morena, dans la présentation de Biovac, va souligner ce besoin. Donc, troisième point, la viabilité dans le temps de la production locale devrait être validée par une analyse de marché au niveau régional et pas uniquement national. Il faudra privilégier la mise en place de réseaux de producteurs de droit privé et public pour ne pas créer trop de redondance dans les futurs produits. Vous ne pouvez pas avoir 10, 20 producteurs d'un seul vaccin et aussi pour s'assurer que tous les produits essentiels trouveront un producteur. Ceci permettra aussi de planifier ce qu'on appelle un market shaping concerté. Quatrième point, les politiques publiques nationales devront être adaptées pour permettre un approvisionnement national ou régional durable. Cela a été fait en Tunisie, par exemple, qui réserve une partie de ses approvisionnements à des producteurs locaux. Il faut effectivement bien comprendre que de nouveaux producteurs, dans leur phase d'établissement, ne pourront pas, pour la plupart du temps, proposer des prix aussi bas que les grands génériqueurs indiens. Et il faut que les gouvernements se préparent à devoir, s'ils le souhaitent, payer peut-être un peu plus pour assurer cette souveraineté régionale. Il faudra aussi discuter avec les bailleurs et les grands fonds qui achètent des vaccins. Gavi, par exemple, comment Gavi pourra-t-elle intégrer des procédés afin d'assurer que les politiques d'achat au prix les plus bas ne pénalisent pas systématiquement les producteurs locaux? Cinquième point, sur le plan plus opérationnel, il faudra faciliter l'accès aux connaissances techniques sur les procédés de fabrication. Et c'est notamment vrai pour les produits biologiques, à travers des transferts de technologie entre un producteur existant, le plus souvent classé parmi les producteurs dits innovants, et un nouvel entrant. Ceux-ci sont considérés comme des génériqueurs, même quand il s'agit de vaccins pour lesquels la notion de produit générique ne s'applique pas et on parle plutôt de biosimilaires. Malheureusement, très peu de producteurs de vaccins Covid-19 ont accepté de faciliter l'accès à d'autres de ce qu'ils considèrent comme leur secret de fabrication. Et la plupart des producteurs secondaires dans les pays à revenus intermédiaires ou bas ne font que la partie flaconnage du cycle de production actuellement. Ceci est particulièrement le cas pour les vaccins fondés sur la plateforme ARN messager, pour lesquels l'OMS et le MPP n'ont pas réussi à convaincre les producteurs de produits enregistrés de partager leur savoir-faire avec le hub établi en Afrique du Sud. Pour remédier à ce problème, le hub, basé au sein de la biotech Afrigène au Cap, doit développer un nouveau procédé de fabrication fondé sur les informations disponibles publiquement et l'aide d'experts techniques. Un tel développement prend évidemment plus de temps. Une fois le processus validé, Afrigène le transférera aux récipiendaires identifiés par l'OMS dans une quinzaine de pays. Biovac, dont le CEO Morena Makoana interviendra dans ce panel, sera la première compagnie à bénéficier de ce transfert de technologie. Je voudrais à ce point de mon propos remercier chaleureusement la Team Europe et les gouvernements français, belges, allemands, canadiens et sud-africains qui soutiennent financièrement et techniquement le hub de transfert de technologie du vaccin ARN. C'est grâce à leur vision que l'OMS et le MPP ont pu mettre en place cette entreprise unique en son genre, mais cruciale pour un futur accès à ces vaccins innovants et pas seulement pour le Covid-19 en Afrique et ailleurs. Mais, me direz-vous, comment envisagez-vous de résoudre les problèmes de propriété intellectuelle ? Bien sûr, il ne faut pas oublier de considérer les enjeux de propriété intellectuelle qui ont fait l'objet d'âpres débats depuis le début de la pandémie. En l'absence d'accord
sur le waiver demandé par les présidents indiens et sud-africains, les États membres de l'OMC viennent de s'entendre sur une proposition pour faciliter les licences obligatoires sur les brevets qui pourraient bloquer la production de vaccins contre la Covid-19. Mais tout d'abord, il faut rappeler que les brevets sont territoriaux et que la protection qu'ils confèrent ne s'applique que dans les pays où ils ont été accordés et déposés. L'examen des brevets couvrant la plateforme ARN, par exemple, et délivrés dans les pays africains, montre que dans tous ces pays, à l'exception de l'Afrique du Sud, de nombreux producteurs devraient bénéficier d'une liberté d'opération d'un point de vue de la propriété intellectuelle. De plus, le MPP est une excellente plateforme pour négocier le transfert de brevets et, en effet, en dernier recours, les licences obligatoires peuvent fournir une solution si toutes les autres approches échouent. Pour conclure, il est indispensable que l'Europe supporte la réalisation de la vision de l'Union africaine pour une production en Afrique, dans le futur, de 60% des vaccins utilisés sur le continent. Il ne faut pas sous-estimer l'ampleur des défis à relever pour que cette vision devienne réalité, mais l'Afrique ne sera pas souveraine pour un accès équitable aux médicaments et vaccins essentiels si ces défis ne sont pas considérés comme des opportunités pour un monde mieux préparé contre les futures pandémies qui sont malheureusement inévitables. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous, docteur Marie-Paul Kieni, d'avoir rappelé les grands enjeux en matière de propriété intellectuelle et de souveraineté. Le message est clair, je crois, pour tout le monde. Pas d'industrie résiliente et soutenable sans une gouvernance de qualité dans ce secteur, sur le continent bien sûr, mais ailleurs aussi. D'ailleurs, la régulation pharmaceutique doit donc être structurée et renforcée. Je pense que c'est un peu le sens de votre intervention quant à la formation des ressources humaines. Elle doit effectivement faire prospérer le capital humain dans le secteur de la santé. Et quel rôle la société civile peut-elle jouer, mademoiselle Keratou Muntahirou, pour mobiliser justement les communautés qui sont susceptibles de soutenir la création d'un environnement favorable pour l'accès aux vaccins? Si vous voulez bien venir au podium pour nous parler de cela, sur ces questions, je pense qu'en tant que Young Leader et spécialiste de santé communautaire, votre expérience peut nous éclairer. Je vous en prie, vous avez 5 minutes, mademoiselle Keratou Muntahirou. Merci à vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. Pour commencer, j'aimerais remercier la Commission européenne qui, à travers l'organisation des journées de développement européennes, m'offre l'opportunité d'intervenir sur ce panel de haut niveau en siégeant à côté des personnalités de haut niveau pour donner mon point de vue sur ce que la partie civile peut faire pour contribuer à un environnement favorable aux médicaments et aux vaccins en Afrique. Pour commencer, j'aimerais planter le décor en rappelant ceci. En Afrique et généralement et surtout au Bénin, le pays d'où je viens, la communauté à la base ne comprend pas les politiques sanitaires de nos pays. Il est plus facile pour un citoyen lambda de parler de la démocratie, de la gouvernance politique, que de dire ce que son gouvernement envisage faire en matière de santé. Alors que la gouvernance n'est pas seulement politique, elle est également sanitaire. Alors, la société civile peut intervenir à ce niveau pour jouer un rôle d'intermédiaire entre les gouvernements et la communauté à la base, pour aider la communauté à mieux comprendre et s'approprier les stratégies sanitaires. Cela est très important et la société civile, qui joue d'ailleurs facilement ce rôle, peut également aider la communauté à rapporter ces défis aux gouvernants. Parce que lorsque les gouvernants comprennent les défis auxquels font face la communauté, ils pourront au mieux ajuster ces politiques pour répondre réellement aux communautés qu'ils veulent servir. Lorsque la communauté comprend également les enjeux et les défis auxquels elle fait face en matière de santé, il y a beaucoup plus de facilité à adhérer aux politiques de vaccination, aux campagnes de traitement de masse. Certes, il y aura toujours de la critique, mais lorsque les gens comprennent, c'est beaucoup plus facile d'aller de l'avant. Lorsque la communauté comprend de quoi il s'agit, cela favorise le climat de confiance entre les dirigeants et la communauté à la base.
Et cette compréhension facilite également au gouvernement l'atteinte de ses objectifs en matière de santé et une meilleure gestion des crises sanitaires. Le deuxième point sur lequel la partie civile peut intervenir pour contribuer à l'amélioration, c'est la sensibilisation. Dans mon pays, on dit souvent, tant qu'il reste à faire, c'est comme si rien n'est encore fait. On n'en parlera jamais assez, mais il est important de continuer par sensibiliser la communauté, mais cette fois-ci en mettant en avant la promotion de la santé. Quand on parle de la santé, il ne faut plus systématiquement penser à l'hôpital, c'est-à-dire à l'étape où nous avons besoin d'un traitement, à l'étape où nous avons besoin des médicaments. Il est important de faire comprendre à la communauté qu'elle a le pouvoir sur sa santé, qu'à travers les décisions, les choix qu'elle opère au quotidien, elle a la possibilité de promouvoir son bien-être, ce qui influence également les personnes qui sont dans son environnement. Je crois que si nos gouvernants peuvent explorer ces deux options, il serait très intéressant et cela contribuera à améliorer un environnement favorable aux médicaments et aux vaccins en Afrique. Merci. Bravo. Bravo et merci à vous, mademoiselle Kiaratou Moutaïrou. Je vous avais promis une session passionnante et instructive. Je pense qu'on peut le confirmer, on est dedans. Là, merci infiniment de rappeler que l'indépendance, la souveraineté vaccinale sur le continent ne se fera effectivement pas sans une société civile informée qui participe, qui comprend et avec laquelle on coordonne étroitement. J'aimerais maintenant que l'on passe à l'importance de la participation et de l'étroite coordination avec un autre acteur clé, à savoir le secteur privé. I'm pleased to invite Dr. Makwana to join us now. Earlier, Dr. Marie-Paul Kieny mentioned your company, Biovac. I'd like you to start by briefly presenting your company, but also as a key entrepreneur. If you wouldn't mind shedding light on what's at stake on your side, could you describe for us the conditions which in your mind make for a sustainable and profitable environment leading to the emergence of a healthy market, which in turn will encourage consumers across the continent to seek out local rather than imported medical and pharmaceutical products. So, Dr. Makwana, you have 5 minutes. Please go ahead. And again, if possible, can you start by briefly describing Biovac? Thank you, Dr. Makwana. Thank you very much, and thank you for the invitation. Apologies that I couldn't be there in person. I think it would have been quite a lively discussion. But anyway, we'll compensate with the virtual mechanism. So yes, I'm very pleased to be here, and I think I'd like to describe our company. And not only just from our company perspective, but just the challenges that African vaccine manufacturers have faced prior to the COVID-19 vaccine. So I think first and foremost, Africa and vaccine manufacturing, those two, were never mentioned in the same sentence until COVID came, which is a little bit sad because through a crisis, we are now exposed to the weaknesses that have been there before. So, our company Biovac has been in a very lonely space. We've been one of the very few on the continent that have been, busy reviving vaccine manufacturing. We were established in 2003 in South Africa, and it's a public-private partnership. So it's quite a unique combination of where government wanted to revive vaccine manufacture, but they didn't want to run the facility themselves, and it needed to be run under private sector principles. So it's quite an interesting combination in terms of what we have built. So as I said, it's been a very lonely space, and the question is, where did we need to start? So if you look at developed markets, they start off at R&D, and then they take a product, right through. So if you take the modern names that are now known, Moderna or BioNTech, they start in R&D, and then they take the development forward. We needed to start on the back end because R&D, takes a lot of time.
and we needed to start with just importation of vaccines and slowly work our way back into manufacture. And with that, we gained a lot of experience, and we also, made a lot of mistakes along the way, which in themselves are big lessons that we have learned. And to a point that at least when the pandemic comes now, through the WHO mRNA hub that Marie-Paul spoke about, and through other initiatives, we have the partnerships where we can at least contribute to some extent in terms of COVID-19 pandemic preparedness. But what we are not able to do at this particular point in time is to go upstream in terms of the drug substance part, where we would be able to manufacture the vaccine from scratch, which is why the mRNA hub is so important to us going forward. But I think it exposes some of the weaknesses that are there in the system. And not only in the system, but essentially that because we've been a lonely voice, it's been quite difficult to get international support for African-made manufacturers. We've always been told, why are you manufacturing vaccines in Africa? You can always import them. Most of Africa gets their vaccines through Gavi and India. Why are you bothering? And then obviously COVID-19 pandemic hit, borders were closed and the continent was exposed. So I don't want to repeat what Marie-Paul has said, but maybe let's talk a little bit about the way forward in terms of what do we need. So there have been quite a few announcements of African vaccine manufacturing coming up, and we're very excited that they're coming up. But I think we want to underline the importance of sustainability of these manufacturing facilities, including our own. Vaccine manufacturing is expensive, it's high fixed cost, you need a high level of skills, and those skills need to be maintained, and it needs to work in a regulatory environment that can support us. Now, that doesn't happen only in a pandemic and then you go and sleep. This has to be maintained between pandemics in order for you to respond in the next pandemic. So what we do need is to make sure that between pandemics, we get supported with routine vaccine manufacturing. And the PAVM that was spoken about earlier is one of the mechanisms that we need, but we do need not only African countries to buy from African-based manufacturers, but we need global organizations, Gavi, UNICEF, the G7 countries, to really ensure and support us in making sure that there is sustainable vaccine manufacturing. So the procurement mechanisms, and whether it's advanced market commitments or whether it's other mechanisms that can incentivize us to make sure that the manufacturing facilities that we are putting up now are not going to be white elephants in 5 to 10 years' time. Because as we've said, there will be another pandemic that will come. We just don't know when and we don't know how. And we don't want to find ourselves in the same position. So whilst the excitement is there now, I think we'd like to emphasize more the sustainability factor and say we need the international community to support us in terms of the sustainability of this. Yes, we need funding, but we need sustainable funding. We need tech transfers, we need sustainable tech transfers, but we also need procurement mechanisms that can help us in terms of ensuring that there is sustained procurement from African vaccine manufacturers. African Union presidents of the African Union have said last month that they would like 30% of vaccine manufacturing globally to happen on the African continent. They have already said that. And what we do need is the international community to support us so that next time, like we've seen with the Ebola, there was no vaccine. With Zika, there was no vaccine. With COVID-19, there was no vaccine manufacturing happening on the continent. But with the next pandemic, we need to ensure that African vaccine manufacturers are not only established, but then they can respond fully together with their global counterparts in Latin America, North Africa, Asia, and we're very happy to work with partnerships. So we don't only want to work on our own, we want to work in partnerships, but to ensure that whatever that we do here is sustainable. Thank you, Kilom, for those few words, and then I can respond within the Q&A sessions. Are you able to hear me?
Should I speak at the podium? Can you hear me now? Okay, sorry about that. So, yes, Dr. Makwana, thank you so much for your words of wisdom. And I think the key to what you were just saying is really sustainability in order to make this a durable effort, in order to make sure that we are prepared, as you mentioned, for the next crises. And another takeaway of what you were just saying, I feel, is the importance of partnerships, and notably with the international, through the international community and its organizations. And that is a perfect transition for our next speaker, Jérémy Pellet, CEO of Expertise France. Nous savons toutes et tous, Monsieur Pellet, que la souveraineté africaine et l'accès du continent à des produits pharmaceutiques de qualité ne pourra se faire sans un partenariat très fort avec les Européens, comme en témoigne l'initiative Europe, Équipe Europe, pardonnez-moi, en construction, car, encore une fois, rien ne se fera sans un échange d'expertise entre Africains et Européens, en profitant notamment de l'expérience des États membres dans la régulation du secteur pharmaceutique et l'intégration du marché du médicament à l'échelle européenne. Jérémy Pellet, si vous voulez bien venir ici, et éventuellement nous confirmer que les agences techniques européennes seront bien au rendez-vous. Merci, vous avez 5 minutes. Merci, bonjour à tous. Bonjour à tous pour ce magnifique panel extrêmement riche, puisque nous sommes aux Journées européennes du développement. Peut-être rappeler, vous l'avez dit, qu'en réalité sur ce thème, l'Europe est le seul continent qui s'est véritablement engagé dans un partenariat pour le développement de la totalité de la chaîne de valeur sur les médicaments et les produits pharmaceutiques en Afrique. Donc quand on parle de souveraineté africaine sur le médicament, c'est sur l'ensemble de la chaîne qu'il y a un engagement commun d'avancer. C'est extrêmement important parce que la base de cette solidarité, elle se fonde sur le fait que le droit à la santé, il ne peut être effectif en réalité pour le continent africain que si on a une fourniture de produits de santé essentiels qui soit à la fois sûre, qui soit efficace, donc de qualité, et qui soit aussi abordable. Ce sont les 3 conditions sine qua non d'un accès durable aux produits de santé essentiels. Ça veut dire avoir à la fois un mécanisme de contrôle, de réglementation, de traçabilité du médicament qui le permettent. Ça suppose aussi de lutter contre les inégalités de santé, et ce travail-là, il va au-delà du travail technique sur le médicament. C'est une question de politique de santé, d'organisation des systèmes de santé, de couverture santé et protection sociale. Et puis c'est aussi, ça a été rappelé, préparer les crises et les pandémies de demain. Donc ça c'est le sujet donné. La réponse, elle est d'abord des pays eux-mêmes, et la réponse, elle est d'abord de la communauté africaine et de l'Union africaine. Et Margaret Agama a très bien rappelé l'engagement de la Commission de l'Union africaine sur ce sujet-là, avec une stratégie à 2030 qui est ambitieuse, qui porte en matière de santé des objectifs assez forts. Et l'Europe, elle vient en appui de cette stratégie, véritablement. Et l'équipe Europe que vous avez rappelé, qui se constitue, cette équipe Europe qui porte sur à la fois la fabrication, mais aussi l'accès aux vaccins, aux médicaments, aux technologies de santé, donc sur l'ensemble de la chaîne des produits de santé, eh bien elle vient appuyer ces efforts qui sont les efforts faits par les pays eux-mêmes dans ce domaine. Donc ça c'est la réponse. Et maintenant sur le faire, comment on opérationnalise tout ça, parce qu'à la fin des fins ce qui est important c'est la mise en œuvre. Et bien l'opérationnalisation, elle suppose de travailler sur les systèmes pharmaceutiques, donc d'appuyer les contrôles, d'appuyer la création d'acteurs solides, travailler sur l'ensemble de l'environnement, d'appuyer les transferts de technologies en lien avec les efforts réalisés par les institutions multilatérales. L'exemple du MPP qu'a rappelé Marie-Paul Kenny tout à l'heure est évidemment essentiel là-dessus. D'avoir des financements de long terme, publics comme privés,
Et puis, on ne l'a pas dit, mais aussi d'avoir de la formation, parce que tout cela nécessite évidemment une main-d'œuvre qualifiée, de qualité sur l'ensemble de la chaîne. Donc cette réponse-là, elle est portée par tous les acteurs de la coopération au développement de l'Union européenne, comme on a pu le faire sur la traçabilité des produits de santé, avec des initiatives qui avaient commencé avant le Covid. Je pense à MediSafe, à tout ce qui a été fait sur le renforcement des pharmacies centrales, par exemple, dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Je pense aussi au renforcement qu'on peut apporter pour les agences de régulation du médicament, comme c'est le cas au Rwanda, avec un partenariat qu'Expertise France aura la chance de mettre en œuvre prochainement, et puis à la mise en place de cette agence africaine du médicament qu'on doit bien sûr appuyer. Sur les transferts de technologie aussi, on l'a dit, l'effort réalisé par l'Europe est important. Il l'est sur le hub technologique d'Afrique du Sud, avec un appui français de 37 millions d'euros au total parmi l'ensemble des pays européens engagés sur ce hub. Sur les infrastructures, bien sûr aussi, avec la production qui est accompagnée, la production de vaccins qui est accompagnée sur le pôle de Dakar, notamment avec l'AFD, avec des solutions publiques, privées comme Biovac dont on vient de parler, des solutions innovantes qu'on doit appuyer sur le développement d'autres offres de vaccins. C'est ce que fait par exemple Proparco au sein du groupe AFD. Donc on a mis en place, en fait, on a rendu possible, en mettant toutes les briques de l'Union européenne et de ses États membres ensemble, au sein du groupe AFD, toutes les briques à la fois d'appui, d'expertise avec Expertise France, de financement des États avec l'AFD et du secteur privé avec Proparco, un ensemble de solutions pour appuyer cette volonté des pays africains d'avancer sur la souveraineté sur les produits de santé, qui est évidemment un enjeu essentiel pour le continent. Merci beaucoup, Jérémy Pellet. Financement, formation, donc, ce sont certains des mots-clés que je retiens. Et on va, sans plus attendre, je vais attraper l'autre microphone. On me dit que les micros fonctionnent. Vous me confirmez que vous m'entendez bien? C'est bon, super. Je vais mettre un autre micro là. Reprendre celui-ci. Et on va commencer notre session de Q&A. Je crois que nous avons une première question de la Commission européenne, si vous le voulez bien. Madame, posez votre question de la Commission européenne. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne Riquet. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je travaille donc au sein de l'initiative Équipe Europe à la Commission européenne sur l'accès aux produits de santé et à la production locale des vaccins et des médicaments. Merci pour ces excellentes interventions et aux panélistes pour ces riches discussions. Vous avez notamment soulevé le besoin de formation et de développement des compétences pour permettre un accès à ces produits de santé. La jeunesse aujourd'hui est évidemment en première ligne et se forme au lycée et à l'université. Donc nous nous demandons comment s'engager davantage avec cette jeunesse pour permettre un accès équitable à ces produits de santé et quelles seraient aussi les recommandations à la Commission européenne de manière générale pour ce faire. Merci beaucoup. Merci. Je crois que vous avez une deuxième question. Après, vous la poserez après. Non, c'est bon ? D'accord. Je pense que la personne toute désignée pour répondre à votre question, et n'oubliez pas que vous pouvez également poser vos questions via Slido, mais la personne toute désignée pour vous répondre, je crois, est à ma gauche, et c'est mademoiselle Kiaratou Moutaïrou sur la nécessaire formation et montée en compétences au sein de la société civile. Je vous en prie. Ok, vous me recevez ? Merci beaucoup, madame, pour votre question. Elle est très pertinente par rapport à ce que la jeunesse peut faire. Déjà, lorsque je porte la casquette de la partie civile, c'est aussi de la jeunesse. Parce que dans nos pays africains, notamment le Bénin, je vais toujours le rappeler, la majorité des personnes qui sont quand même engagées dans la société civile, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, au Bénin, par exemple, il y a beaucoup de jeunes pharmaciens qui sont prêts
à mettre leurs compétences, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui les jeunes ont beaucoup plus de facilité à développer plusieurs compétences. En même temps, tu es agent de santé, mais peut-être que tu as beaucoup de facilité à apprendre sur le digital et les gens combinent plusieurs compétences pour créer de l'innovation. Aujourd'hui au Bénin, il existe des pharmaciens qui ont envie de faire des formations, par exemple, en industrie pharmaceutique ou en réglementation pharmaceutique, mais qui n'ont pas forcément les moyens de faire ces formations ou qui se posent la question « and so what ?» C'est-à-dire, tu finis la formation, où est-ce que tu travailles? C'est compliqué aujourd'hui pour les jeunes. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il faut offrir les opportunités de formation ou de renforcement de capacité aux jeunes pour leur permettre de faire la spécialisation, pour leur permettre d'aborder ces questions de compétences dont nous avons besoin pour l'avenir. Donc, je peux parler par exemple des bourses qui peuvent aider les jeunes à améliorer leurs compétences, mais également leur aider à combiner plusieurs compétences en même temps pour créer de l'innovation. Et pour finir, je vais vous rappeler à vous, à toutes les personnes, les personnalités de haut niveau, les autorités qui sont ici, que la jeunesse africaine est prête. La jeunesse africaine est consciente des enjeux auxquels le continent fait face. Elle est prête à améliorer ses compétences et elle est prête à contribuer au développement du continent et du monde. Merci. Merci à vous, mademoiselle Kiaratou Moutaïrou, de l'importance donc d'accompagner cette jeunesse par des bourses, vous l'avez dit, par de la formation, de l'implication. Dr. Agama, I think this mic is working. I wanted to ask you what your take on this issue is, that of the necessity of training youth in the health sector in particular. What's your take on the importance of this tantamount issue? Thank you for the question. I could not agree with our young panelists more. Africa has a youth bulge at the moment. It's mainly young people. And it's important to start training them early to get them to understand the subject matter and material and the essence of what is needed early while they are in school. The question she raised is what is important, and that is about the job market. What happens? They can have the information, they could be educated, but what happens when they leave school? And this is a serious problem across the continent because the private sector in particular is not employing as widely as one would expect. Most employment is still within the government sector and it is limited. Apart from the second major problem is the tools that are needed in order to create and innovate in the areas of health. And the last but not the least area, which is also important, is the low research that is going on across the continent. This also has to be improved. Thank you, Dr. Agama. You mentioned the private sector. I'll come to you just in a second, Jérémy Pellet. You mentioned the private sector. I want to bring in Dr. Makwana, who actually represents the private sector. Dr. Makwana, do you want to react to what Dr. Agama was just saying about the necessity for the private sector to employ, and I quote her, more widely? Any thoughts on that in this sector? Absolutely. And I think I'd just like to add the fact that I think we know that Africa, in terms of growth projections, we know that it's going to be the fastest growing continent by population. So I think we have to factor in the population that's going to come through, not only in terms of the products that we need to design for them, but also the absorption rate from an employment perspective. So I can only agree. I mean, for our company, we employ mainly young, mainly female, and mainly Black. And that's what we need to do for sustainability. The universities, as you say, are churning people out, but as an industry, we need to convert those people into industry people. And so whilst the public sector from a university and from an education is playing its part, but we need to have a much wider, a bigger private sector environment in which we can absorb. Now, private sector does not just gets created on its own. We need to have an environment for private sector to thrive and build so that they can absorb those type of skills into organizations and to be able to take it forward. The last point I'd like to make is that the topic we're talking about is vaccines, biotechnology, pharma.
this is really at the cutting edge. We're not talking about old age technologies. So that's where you need the youngest of people to come with sharp minds to be able to evolve with biotechnology. So I can only agree with it. Thank you. Thank you so much, Dr. Makwana. Jeremy, very quickly, because we will need to conclude soon, and I want you all to speak once more before we conclude this fascinating session. Please go ahead, Jeremy. Oui, deux idées. La première, on n'investit jamais assez dans la formation en matière de santé. Mais ce n'est pas qu'en Afrique. C'est valable partout dans le monde. En France, en Allemagne, en Espagne, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, il n'y a pas assez de professions médicales ou paramédicales. Et les besoins, ils sont immenses. Donc en réalité, c'est un investissement qui, de toute façon, est absolument nécessaire. Il faut qu'il soit couplé avec des politiques de santé, un investissement public, bien sûr, derrière pour renforcer les systèmes de santé. Mais cet investissement, je pense que c'est un sujet essentiel dans la formation et je pense que c'est une évidence en réalité. Et c'est d'ailleurs ce que nous a appris non seulement la pandémie, mais ce qui est aujourd'hui la situation dans tous les pays du monde. Merci. Je crois qu'il nous reste quelques minutes à peine. On a très rapidement une question de Gavi, me dit-on, dans la salle. Si la personne qui représente Gavi, allez-y, je vous en prie. Merci. Et puis ensuite, on conclura. Thank you. I know we're short of time, so I'll try to be quick. So thank you and great thanks to France and the esteemed panel for this important discussion today. I'm Caroline Staffel-Mwangi from Gavi, the Vaccine Alliance. As we've heard today, the pandemic has shown us that the only response should be an equitable response in terms of vaccines. And we welcome this important discussion and support the agenda on local manufacturing in Africa. Going forward, we must do more to achieve supply resilience, to include greater regional diversity in vaccine manufacturing as part of what must be a global commitment to ensure that everyone has access to vaccines. And the solution to diversification will need sustainable businesses to ensure supply security, and this will require additional financial support to build capacity. And we heard from Dr. Kearney earlier about the potential that products will be more expensive. So this may require new and additional financing from the international community, and we're really committed to supporting this agenda and ensuring that local manufacturing can be sustainable. And this leads me to my question. What opportunities for financial instruments do you believe we could leverage in order to build vaccine manufacturing in Africa? And what are the political as well as market levers that we need to work on so that we can make sure we can successfully launch such an instrument? Thank you. Merci. Thank you. Madame Staffel. Docteur Marie-Paul Kenny, peut-être, là-dessus? Merci. C'est une question très large et j'ai peu de temps pour y répondre. Mais c'est sûr qu'il faut de l'argent. Et pour ça, il va falloir de l'argent international. Je pense que la Banque mondiale, par exemple, a des outils qui peuvent être utilisés. Je me méfie un peu de ce qu'on appelle les instruments financiers innovants. Parce que tous ces instruments que je vois avec Gavi, par exemple, le IFFIM, l'AMC, c'est tous des instruments qui ont été des pilotes, qui ont été utilisés une fois et puis après ça, on n'en a plus jamais rien fait. Donc je pense que la Banque mondiale a les instruments qu'il faudrait essayer de les mettre à profit. Et en dehors de ça, pour avoir un marché soutenable, effectivement, il faut arriver à ce que les bailleurs de fonds, ceux qui financent Gavi, prennent conscience aussi du coût qu'a la souveraineté nationale, qu'un petit surcoût pour avoir de la production domestique devrait pouvoir être acceptable, que ce surcoût est essentiellement à payer par les pays eux-mêmes. Il faut savoir aussi que le coût des vaccins, c'est important, mais le coût il se noie aussi dans le coût de l'administration du vaccin. Et je pense que si tout le monde se met ensemble en reconnaissant ce besoin de souveraineté, on va y arriver. Merci infiniment, docteur Marie-Paul Kieni. L'heure est arrivée de conclure cette formidable session. 30 secondes chacun très rapidement. With you first, Dr. Agama, your thoughts, what this inspired in you, this conversation, passionate, informative. Any thoughts you want to share with us? Thank you very much. If I could take a second just to conclude on that, I had said that the Africa Development Bank is developing a fund for pharmaceutical production in Africa. It's known by its acronym FABD, Fund for Africa's Pharmaceutical Development.
It's currently at the level of 200 million, and its target is 500 billion. And also the Afrexim Bank is also putting up a facility for pharmaceutical development. So these are interesting areas to explore. In quick conclusion, I think we must reduce our over-reliance on imports, especially of APIs, active pharmaceutical ingredients, because this is the basis of manufacturing. We should improve the enabling environment for local manufacturers, and I think there's a lot of policy decision on that. And then we must address the gaps on harmonization and weak regulation across the continent. Thank you. Thank you, Dr. Agama. Dr. Marie-Paule Kenny, trentaine de secondes pour nous dire ce que Merci vous inspire. beaucoup, Margaret. Tout d'abord, pardon, j'ai mentionné la Banque mondiale, mais je voulais dire la Banque mondiale et les banques de développement, bien entendu. Pour moi, c'est important de prendre conscience du fait que c'est un problème systémique qu'on veut adresser ici et qu'on ne va pas régler ce problème du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il va falloir continuer à travailler sur cette souveraineté africaine dans le domaine du médicament et du vaccin, même quand on aura oublié le Covid. Et c'est souvent ça le problème. Les bonnes énergies sont là, on veut y aller, on veut changer le monde, et quand finalement on oublie, on passe à autre chose, eh bien les financements et les énergies diminuent. Donc il faut être là ensemble sur la durée. Il faut être là ensemble sur la durée, y compris avec la société civile. Peut-être some thoughts, quelques réactions. Qu'est-ce que vous inspire cette conversation, Mademoiselle Moutaïrou? À travers ce panel, je suis heureuse. Je suis heureuse de réaliser que les différentes parties prenantes ont pris conscience de la nécessité de passer à l'action. Et à travers les idées enrichissantes, très pertinentes qui ont été partagées, j'ai la ferme conviction que nous allons pouvoir faire quelque chose de grand pour l'Afrique. Merci, Mademoiselle Moutaïrou. N'oublions pas Dr. Makwana, d'abord, qui est toujours parmi nous. Dr. Makwana, 30 seconds to share maybe your concluding thoughts. Yes, I think around this topic, if we look at Africa in the center, what we do need is that we need partnerships all around. So we need 360-degree partnerships. So we need our local governments to support us. And I think that's first and foremost, we need to start at home. But we do need the international community to come through, and that's with other pharmaceutical partnerships that we need to partner. We need sustainable international financing from development finance institutions, and we're very encouraged to see the World Bank, the European Union, and others already stepping up. We do need the regulatory system to come to help us. And so that's what I'm talking about, that we need the ecosystem to essentially Absolutely. help us in partnerships. Thank you. International partnerships, well, Jérémy Pellet, Expertise France, la transition est toute trouvée. Deux mots, long terme et taille. Pour moi, c'est les deux mots clés. Long terme, ça veut dire constance. On sait que tout ça, ça va prendre du temps. Et donc surtout, je rejoins totalement Marie-Paule Kenny, il faut éviter les effets cycliques. Et c'est pour ça le rôle de l'État, il est essentiel. La taille du marché aussi. On parle du continent africain, on parle de 55 pays, on parle d'une population qui est susceptible de créer un marché suffisant pour donner de l'espace à la production de médicaments. Merci infiniment, Jérémy Pellet. Merci, Mademoiselle Moutaïrou. Merci, Dr. Kenny. Thank you, Dr. Agama. Thank you, Dr. Makwana. Thank you all for joining us, whether here or remotely. Anya, please, the floor is yours. Very much, Gallagher, and all the speakers for a very enlightening discussion and for reminding us that reaching the shared goal of African medical and vaccine resilience and sovereignty will require close collaboration between civil society, the private sector, regional, local, state and interstate and global actors such as WHO, WTO, Gavi, MPP and others. They're all stakeholders and shareholders in helping to reach the goal of enabling access to all and developing local production in a healthy regulatory environment. So fruitful dialogue and bringing to the table European and African experts are also key
to ensuring success. So thank you very much all again. So time now for a short break, and at 11:10 we have a lively lab debate on converting public debt into investments into public health. Thank you very much, everybody.